De Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous avez écouté attentivement l'interview d'Ariel Kandel de Qualita. Constatez que 2000 dossiers, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ont été déposés depuis dimanche dernier à l'Agence juive en France pour des projets Aliyah plus ou moins préparés. Vous conduit à quelle conclusion? Est-ce que ça traduit selon vous une inquiétude profonde d'une partie des Juifs de France, des Français juifs? Oui, ça traduit une inquiétude profonde, donc c'est tout à fait rationnel par ailleurs, sur des faits. Et puis forcément, c'est l'ensemble de l'histoire du peuple juif qui remonte. Mais sur les faits, c'est quand même cette situation catastrophique où 0,6% de la population juive en fait de France est victime de 90% des actes de discrimination. Donc ça, c'est factuel, c'est concret et c'est par ailleurs vertigineux. Ensuite, c'est vrai que depuis, on a parlé de 2015 tout à l'heure, mais même depuis Ilan Halimi, Toulouse, et jusqu'à cet enfant qui a été violé, cet enfant de 12 ans à Courbevoie, on a des actes qui sont d'une barbarie sans nom, plus cette peur aussi insufflée par la rue, par certains de nos entre guillemets représentants qui insufflent la haine du juif, qui la banalisent. Donc c'est tout à fait concret et c'est palpable. On arrive aussi à un judaïsme clandestin, ne pas pouvoir pratiquer sa religion sereinement, avec cette laïcité au fond qui est entachée, et notre devise républicaine qui est entachée aussi. Alors après, ça me fait réfléchir parce que forcément, on a envie, évidemment, puisque notre cœur est en Eretz Israël, surtout dans ce contexte-là. Mais ça me fait réfléchir aussi sur la France, parce qu'il y a aussi nos concitoyens qui nous ont soutenus depuis le 7 octobre. Regardez l'aspect positif. Alors, je sais bien qu'il y a ce dicton, ce proverbe, les pessimistes sont partis, mais les optimistes sont restés. Après, ça m'embête. On en est là ? Oui. Oui, on en est là. Oui, on en est là. Et surtout aujourd'hui avec cette inquiétude de la rue et ce jeu dangereux que joue LFI et que joue aussi LFI main dans la main avec les frères musulmans. On en est là. Et vous considérez, Rachel, que finalement Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche, en tout cas une grande partie de l'extrême gauche, et de l'autre côté l'extrême droite et Marine Le Pen, contribuent à nourrir ce malaise et sont responsables finalement de ces départs? Totalement responsable. En tout cas, ils rendent tout à fait concret, en fait, cette peur. C'est un terrorisme à la fois intellectuel, mais aussi par les faits. Une nouvelle fois, par les faits. De Ilan Halimi, Mireille Knoll, Toulouse, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 7 octobre. Ne pas, en fait, être dans l'empathie envers les citoyens, dans la fraternité envers ceux qui ont souffert depuis le 7 octobre, justement, dire que ça n'a pas existé. Tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ça participe à une peur. Ça participe au fait de ne plus se sentir en France, chez nous. Donc ça c'est très palpable. Et de voir aussi l'actualité médiatique dominée par ces questions d'antisémitisme. Exactement. La question aussi du conflit israélo-palestinien, ça inquiète et ça nourrit aussi cette idée que peut-être l'avenir des Juifs de France ne s'écrit plus dans leur pays. Ne s'écrit plus dans leur pays. Et le fait aussi que peut-être en Israël, on a besoin de nous aussi. Donc il y a deux choses. Mais une nouvelle fois, moi qui suis républicaine, si les Juifs ne sont plus là, alors c'est finalement la devise républicaine qui meurt. Qu'est-ce que c'est que la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, si une partie du peuple juif n'est plus là, et notamment dans son altérité? Ça veut dire que la France n'aurait plus de sens. Marine Le Pen, qui nous apprend Libération aujourd'hui, a dîné en décembre avec Édouard Philippe. On va d'abord écouter l'ancien Premier ministre hier au micro de nos confrères de TF1. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu, et on a dîné. Et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. C'est un mauvais procès qu'on fait à Édouard Philippe, au président d'Horizon. Au contraire, cette rencontre et ce partage de pain, je crois que c'est Valérie Pécresse qui citait cela, qui expliquait ça tout à l'heure, n'était pas forcément la bienvenue face à la représentante d'un parti d'extrême droite. Moi, je trouve que c'est un mauvais procès, surtout dans une démocratie. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Marine Le Pen déjeune beaucoup, et avec beaucoup de monde, par ailleurs. Et à chaque fois, ça sort dans la presse pour pouvoir vous entacher, vous disqualifier. Après, c'est vraiment un manque aussi
aussi d'argumentaire des détracteurs. Lorsque vous n'avez plus d'argumentaire, vous sortez de votre boîte magique, le dîner avec... Symboliquement, ce n'est pas rien. C'est ce que rappelle d'ailleurs Valérie Pécresse, Gérald Darmanin aussi, qui est par ailleurs proche d'Édouard Philippe, qui a dit tout à l'heure qu'à sa place, il n'aurait pas forcément accepté un tel dîner. Tout à fait. Moi, j'avais accepté ce dîner après de multiples demandes avec Marine Le Pen. Et en fait, pour répondre à Valérie Pécresse et à Gérald Darmanin, j'ai été à la région Île-de-France, justement, avec un président qui était Jean-Paul Huchon. Et pour vous raconter la petite histoire, c'est que Marine Le Pen envoyait des courriers et je ne répondais jamais. Et une fois, le président de la région, donc mon patron, m'a convoqué dans son bureau en me disant « Rachel, tu dois répondre à Marine Le Pen, qui est une élue de la République, dont tu as une obligation. » Et c'est vrai que dans une démocratie, on est là en train de dire il faut que les gens se parlent, il faut rétablir le dialogue, même avec vos adversaires politiques, et ne pas aller justement dans l'échange. C'est pas parce que vous dînez avec quelqu'un que vous allez vous transformer dans la personne. C'est même avoir une pensée assez fragile si véritablement vous arrivez à être face à quelqu'un et que votre pensée est matrixée ou transformée par cette personne qui est en face de vous. Quelle conclusion aviez-vous tiré de ce repas? Ça m'a interrogée parce que justement, là, je vous fais un beau discours sur le dialogue et je me dis que si Daniel Obono, si David Guiraud et autres de la France Insoumise m'invitaient à dîner, je serais bien embêtée. Mais j'irai quand même, et je pense que je commanderai de la vodka ou de la bourra pour faire passer le dîner. Voilà. Mais c'est envisageable. Enfin, je prendrai sur moi, mais je crois que dans une démocratie, il faut dialoguer. Je prendrai sur moi, comme je l'ai fait lorsque je suis allée rencontrer Marine Le Pen. Une dernière question, vous voulez revenir sur une polémique autour de Rokhaya Diallo sur un plateau qui a évoqué aux côtés de Manuel Bompard, qui était particulièrement surpris visiblement, l'absence de... Je vais la citer, il n'y avait pas assez de noms blancs sur la photo de famille réunissant les élus de la France Insoumise dans la nouvelle Assemblée nationale. Oui, alors ça m'a interpellée aussi, comme quoi finalement le racisme n'a pas de couleur de peau. Elle parlait d'une forme d'instrumentalisation des minorités ethniques. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'adresse à M. Bompard, puisque M. Bompard est le leader du parti qui a le monopole, finalement, de la non-discrimination. Et donc, parce qu'ils ont le monopole de la non-discrimination, ils peuvent tout faire. Avoir cette parole qui est complètement raciste, par ailleurs, compter les Noirs ou faire des listes de gens, moi, ça me fait penser justement à l'apartheid et à la ségrégation. Nous ne sommes pas un peuple ethnique, donc déjà, cette question, elle ethnicise le débat. Après, là où ça m'a heurté, c'est que dans notre contexte actuel, le fait que finalement, les crimes contre l'humanité ne concernent pas l'ensemble de l'humanité. C'est que l'esclavage concernerait que les esclaves, la colonisation que les colonisés, la Shoah, que les Juifs. Et là, en fait, dans cette campagne, depuis le 7 octobre, franchement, là où Rokhaya Diallo aurait dû poser sa question, c'est par rapport à LFI, c'est concernant cette lutte contre les discriminations, et notamment sur le positionnement de LFI face à la lutte contre l'antisémitisme. Là, j'aurais été satisfaite, et là, Rokhaya Diallo aurait était une véritable leader de la lutte contre les discriminations. Au-delà de la couleur de peau, est-ce que vous aussi vous étonnez avec d'autres termes de l'absence de personnes originaires des quartiers populaires sociologiquement au sein du groupe LFI? Non mais LFI, là c'était un scoop, quoi. C'est-à-dire que on sait très bien que c'est clientéliste. C'est-à-dire que LFI vous empêche... Ça s'arrête aux portes de l'Assemblée nationale. Absolument. Et c'est surtout que lorsque vous vous exprimez avec une couleur de peau justement différente, que vous êtes noir, vous n'avez pas le droit de parler. En gros, vous avez simplement le droit d'être inféodé à l'idéologie de LFI. Et effectivement, donc quand il faut être tirailleur sénégalais pour faire la campagne, il y a zéro problème parce que vous êtes assigné à ce rôle-là. Et lorsqu'il faut être sur la photo, vous êtes gommé. Donc forcément, ça relève très précisément de ce qu'on peut constater de LFI, c'est-à-dire un clientélisme notoire des fameux dits racisés. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier essai publié aux éditions L'Observatoire. Encore debout, la République à l'épreuve des mots. On peut réécouter votre bloc-notes sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Merci.